Sander. Alors c'est pas libre sur la route encore, hein. Autour de Rennes, on a toujours des ralentissements, notamment sur la rocade sud, rocade ouest. Il y a eu un barrage bloquant ce matin. Il y a eu un accident aussi qui nous a été signalé par Evelyne tout à l'heure au standard de France Bleu Armorique. Accrochage entre 4 véhicules sur la rocade extérieure, un petit peu après la sortie Saint-Jacques-de-la-Lande. Les véhicules sont sur la gauche et donc comme il y avait déjà ces bouchons, ça n'arrange pas la situation. Donc toute la partie sud et ouest de la rocade de Rennes très encombrée, les accès également à Rennes encombrés par la nationale 24, toujours par la départementale 177, l'axe Redon-Rennes, et la départementale 137 après l'échangeur de Noyelles-Châtillon-sur-Sèche. C'est toujours un petit peu compliqué. Sur la partie nord, il reste des difficultés aussi sur la départementale 137, l'axe Saint-Malo-Rennes, à partir de Cap-Malo. On fait la route ensemble, 02 99 67 35 35. La vie en bleu sur France Bleu Armorique. Bruno Golin. On parle de la vaccination aujourd'hui avec le docteur Emmanuel Denoux, médecin de PMI au département d'Ille-et-Vilaine, le docteur Bertrand Gagnère, qui est médecin de santé publique pour Santé publique France, épidémiologiste. Donc on parle de cette vaccination. On avait une question de Gilles tout à l'heure, on n'a pas fini d'y répondre, concernant la vaccination et concernant ce changement. Depuis le début de l'année, 11 vaccins donc, obligatoires pour les nourrissons. Il nous disait que ça allait rapporter beaucoup d'argent au laboratoire. Donc, alors on ne sait pas, c'est pas vous qui avez pris la décision, évidemment, mais est-ce que c'est un argument qui peut être entendu ou pas? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de toute façon très souvent par rapport à la vaccination. Bon, nous, on n'est pas payé par les labos, hein, déjà, donc voilà. Après, c'est vrai que la fabrication de vaccins, finalement, c'est très contraignant. C'est entre 6 et 24 mois contre 1 et 6 mois pour un médicament de fabrication, voilà. Avec les 3/4 en fait, de la chaîne de la fabrication qui ne sont que des contrôles, puisqu'on manipule quand même des germes. Et donc avec beaucoup de pertes souvent, parce qu'il y a des lots entiers qui sont jetés quand ils sont estimés non conformes à un moment de la chaîne de fabrication. Donc on ne peut pas dire que les labos pharmaceutiques se bousculent pour fabriquer des vaccins. Après, là, cette obligation vaccinale, elle ne va pas non plus changer radicalement les choses, puisque finalement, la grande majorité des enfants recevaient déjà ces vaccins-là. Donc, il ne va pas y avoir une augmentation massive du nombre de vaccins fabriqués et dès lors vendus. On va accueillir aussi un autre auditeur au standard de France Bleu Armorique, c'est Louis qui habite à Rennes. Bonjour Louis. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Alors mon cas est un peu différent puisque moi je suis un adulte de 62 ans. Oui, plus nourrisson donc. Alors, j'ai fait un cancer l'année dernière, précisément à lymphome du menton, qui est un cancer assez rare. Donc j'ai subi une chimiothérapie à haute dose et une autre greffe en chambre stérile à Pontchaillou au mois de décembre. Donc depuis, à cette occasion, donc mon système immunitaire a été cassé, donc réduit à 0. Et je dois faire très attention actuellement pour ne pas rencontrer des gens qui sont enrhumés, grippe ou autre. Donc je dois refaire mes vaccins parce que je ne suis plus immunisé aux environs de l'été. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout, ce sont les adjuvants. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Or, il y a quand même pas mal de choses qui circulent et je ne suis pas rassuré. Voilà. Voilà, on parlait notamment d'aluminium, je crois, de choses comme ça, qui étaient présentes dans les vaccins, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'articles là-dessus au cours des derniers mois. Alors, qui veut réagir tout de suite? Docteur Denoux? Oui, alors bonjour monsieur. Donc, effectivement, c'est important pour vous de vous refaire vacciner contre, notamment à 62 ans, diphtérie, tétanos, poliomyélite, hein, bien sûr. Hein. Là, on ne parle plus des 11 vaccins obligatoires qui concernent les nourrissons. Concernant les adjuvants, il faut savoir que c'est l'aluminium notamment, il est utilisé depuis 1920, donc ça va faire un siècle en fait qu'on utilise cet adjuvant qui permet d'injecter des doses beaucoup moins importantes de vaccins et de stimuler la réponse immunitaire. Donc effectivement, il y a eu une étude qui est sortie, qui a semé un peu le trouble par rapport à l'effet de l'aluminium, notamment au niveau du cerveau. En tout cas, aujourd'hui, cette étude, elle est encore à approfondir parce que les doses injectées ne correspondaient pas du tout aux doses qu'on injecte
quand on vaccine, en fait. Il faut savoir que dans un vaccin, il y a moins d'aluminium que dans une bouteille d'eau minérale. Donc quand vous absorbez une bouteille d'eau minérale, vous absorbez plus d'aluminium que quand on vous injecte un vaccin. Et donc, effectivement, si on regarde à l'endroit où on vous a vacciné, on va trouver une petite trace qu'on appelle la cicatrice vaccinale, le tatouage vaccinal, en fait. Et donc, on retrouve effectivement des petites particules d'aluminium. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de doute par rapport à un effet général de l'aluminium, sachant que depuis 1920, vous imaginez bien qu'il y a des millions et des millions de vaccins qui ont été injectés. Est-ce que vous vouliez réagir, oui, docteur Guignard? Oui, pour ajouter qu'il faudra probablement, déjà il faudra que vous fassiez le point avec votre hématologue, hein. Évidemment, c'est lui qui vous connaît, qui connaît bien votre maladie. Et probablement donc on vous proposera également une vaccination contre le pneumocoque, dont les infections peuvent être terribles. Avant l'arrivée des antibiotiques, c'était 30% de mortalité, hein, quand il y avait une pneumopathie à pneumocoque. Et puis peut-être qu'on vous proposera, enfin probablement qu'on vous proposera également une vaccination contre la grippe. Mais en tout cas, ce bilan, vous devez le faire avec votre médecin, à la fois votre médecin généraliste et également avec votre hématologue. Voilà Louis pour ces réponses aujourd'hui des docteurs Denoux et docteur Gagnère. On sent hein, parfois quand on discute de cette thématique-là qu'il y a une crainte quand même, mais tout ce qui est vaccin, tout ce qui est piqûre en général. Il y a un cap psychologique qui de toute façon est difficile à passer, quel qu'il soit, parce que c'est une intrusion dans son corps, etc. Vous, médecin, vous le comprenez, vous avez cette discussion avec... Parfaitement, c'est bien normal et effectivement... on explique toujours quel vaccin on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on est convaincu que c'est vraiment dans l'intérêt, alors moi en l'occurrence c'est des enfants que je vaccine, et là l'obligation vaccinale ne va pas nous dispenser d'explications, en aucun cas, bien sûr il faut continuer à expliquer et à comprendre les réticences, effectivement c'est une responsabilité de vacciner, c'en est une aussi de ne pas faire vacciner son enfant. Et je pense que c'est vraiment important, en tout cas, de bien comprendre contre quelle maladie on vaccine. Et donc, c'est à nous de le faire, en fait. On a vraiment un gros travail pédagogique à faire et c'est essentiel. 02 99 67 35 35 pour vos appels, vos réactions également sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux. Pour bien entendre passer la soixantaine, il faut un appareil auditif pour chaque oreille. Chin Audio, c'est le deuxième appareil auditif pour 1 euro de plus. Parce que tout le monde a le droit de bien entendre. Chin Audio, c'est la stéréo pour 1 euro de plus dans tous les magasins Alain Flelou acousticien jusqu'au 31 juillet. Dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste, voire conditions magasin. Vous le savez peut-être pas, mais EDF vous accompagne pour faire des économies d'énergie grâce à une aide financière pour vos travaux. C'est la prime énergie d'EDF. Si vous souhaitez faire des travaux d'isolation par exemple, ou installer un nouveau système de chauffage, vous pouvez bénéficier d'une prime versée par chèque directement par EDF. Rendez-vous sur prime-énergie-edf.fr pour estimer le montant de votre prime et en faire la demande. Voir conditions et liste des travaux éligibles sur le site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Jusqu'à 11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Armorique. Depuis le début de l'année, 11 vaccins sont obligatoires pour les nourrissons. Au fil des ans, la vaccination a permis d'éradiquer ou de marginaliser certaines maladies. Les autorités sanitaires nous rappellent régulièrement que la vigilance est de mise. Alors, on parle de ces vaccins aujourd'hui avec deux invités. Vous pouvez leur poser vos questions, 02 99 67 35 35. Vous pouvez intervenir également sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux. La vie en bleu, à retrouver sur francebleu.fr. Tranquille et la tête ailleurs, c'était un petit rêveur. Dans la vie on rend les enfants, obéissez gentiment. Et lui faisait ses petites bricoles au lieu d'aller à l'école. On sentait par ses éléments qu'il était différent.
Mitchell. La vie en bleu sur France Bleu Armorique. Bruno Gaulin. Il est question de vaccination aujourd'hui avec le docteur Emmanuel Denoux, médecin de PMI au département de l'Ille-et-Vilaine, et le docteur Bertrand Gagnère, médecin de santé publique, épidémiologiste pour Santé publique France. Les 11 vaccins dont on parle donc beaucoup là, aujourd'hui dans cette émission sont des vaccins qui concernent quelle maladie on les connaît toutes en fait. Oui, alors on peut faire dans l'ordre en fait, à 2 mois. Donc, pardon. Allez-y. On va vacciner contre diphtérie, tétanos, poliomyélite, la coqueluche également. La bactérie dont on parlait tout à l'heure, l'hémophilus qui donnait des méningites et des épiglottites, l'hépatite B. Donc ces 6 maladies-là sont dans un vaccin. Donc ça fait une seule piqûre pour 6 maladies. Et le deuxième vaccin qu'on fait à 2 mois, donc c'est contre les infections à pneumocoque, qui étaient vraiment redoutables en fait, qui donnaient des infections généralisées et qui étaient une des premières causes de mortalité par maladie infectieuse avant l'âge de 2 ans, avant qu'on ait le vaccin. Voilà, donc on fait une deuxième injection à 4 mois. À 5 mois, donc on vaccine contre les infections à méningocoque C, donc une autre sorte de méningite. Et ensuite, donc, à 1 an, se rajoutent donc 3 autres maladies, rougeole, oreillon, rubéole. Voilà. Et donc on arrive à 11. Oh, et ça fait combien d'injections? Donc, pour vraiment que la vaccination soit complète, que l'enfant soit complètement vacciné, en fait, donc il ait ses injections et les rappels, donc ça fait 10 injections au total. Au total, ouais, d'accord. Voilà, et en fait, comme on fait souvent par 2, finalement, ça fait 6 consultations, je pense, où il y a des vaccins. Voilà. Est-ce que le contenu des vaccins évolue avec l'avancée aussi de la science et des connaissances médicales? Oui, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les doses injectées d'antigènes ont diminué. Hein. C'est en évolution permanente. Un des reproches qui était fait avant, c'était relatif à la modification constante du calendrier vaccinal. Ça changeait tous les ans. Alors, on essaye de le simplifier. Je dérive un petit peu par rapport à votre question. Par exemple, la vaccination contre diphtérie, tétanos, polio, avant, pour les adultes, c'était tous les 10 ans. En fin de compte, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire de le faire aussi souvent. Et pour les adultes jeunes, avant 65 ans, maintenant, c'est tous les 20 ans. Donc maintenant, c'est 25, 45, 65, puis on repasse tous les 10 ans. Donc tout ça, c'est en évolution permanente en fonction de l'avancée des connaissances. Hein, de la même façon, il y a eu une levée en 2007 de l'obligation vaccinale par le BCG contre la tuberculose pour les enfants. C'est pareil, c'était en fonction de l'évolution des connaissances. Il y a des vaccins qui ont été étudiés et puis qu'on a renoncé à mettre sur le marché, comme par exemple le vaccin contre le rotavirus, hein, puisqu'il y avait eu 2 cas, je crois, de décès par invagination intestinale aiguë, une urgence chirurgicale qui peut être gravissime. Et donc à ce moment-là, on a fait évoluer les choses. Donc en fait, il y a parfois, on augmente, on ajoute un vaccin, et puis quand on peut, on diminue le nombre de vaccins ou on diminue le nombre de doses. Aujourd'hui, est-ce que on sait si la vaccination se fait correctement dans les conditions que souhaite le monde médical en général? Est-ce qu'on sait si on peut envisager dans les prochaines décennies une diminution de ce nombre de vaccins, ou est-ce qu'il va falloir rester toujours vigilant par rapport à ces maladies? Alors, déjà, ce qu'on peut espérer, hein, l'indicateur final pour nous, ce qu'on appelle l'indicateur pour les épidémiologistes, c'est-à-dire le critère sur lequel on se base, c'est pas les vaccins, c'est la maladie. Ce qu'on veut, c'est que la rougeole arrête de circuler. On voudrait qu'il n'y ait aucun décès par infection invasive à méningocoque C. Vous voyez, c'est des critères comme ça hein, qu'on regarde. L'indicateur final, c'est ça. Donc, une fois qu'on aura atteint les objectifs, à ce moment-là, il y a des décisions politiques qui sont à prendre, mais ce sont les décideurs qui les prennent. C'est-à-dire que nous mettons sur la table les informations qui sont disponibles, et puis, eh bien, il y a des gens dont c'est le métier qui, à ce moment-là, prennent des décisions. Et c'est une décision politique qui n'est pas facile à prendre. Je préfère être à ma place qu'à la leur. Oui, sans doute. On est quelques-uns comme ça. 02 99 67 35 35. Nous accueillons Noël à Auray. Bonjour Noël. Oui, bonjour. Quelques petites questions, si j'ai possibilité de parler.
c'est quand même aberrant qu'en France, il y ait autant de vaccination. Les autres pays européens, Allemagne en tête, il n'y en a pas autant. Je pense que la médecine chez eux, ce sont des gens qui sont également responsables. En France, ce sont les labos qui mènent la danse. Ce sont eux les chefs, ce sont eux qui commandent. Noël. On a un principe dans cette émission, on reste calme quand on essaie de s'expliquer. Là, on sent que vous montez, que vous énervez un petit peu. Donc, on va essayer de répondre, Noël. Merci de votre appel. On va essayer de répondre. Est-ce qu'on vaccine moins ou plus en France qu'en Allemagne ou dans d'autres pays étrangers? Au niveau européen, comment ça se situe à peu près? Alors, les politiques vaccinales, c'est-à-dire le fait de décider qu'il y a une obligation ou pas, ça dépend des pays. Mais globalement, c'est assez homogène. Hein. C'est assez homogène et il est même assez surprenant, par exemple, en Hollande ou au Royaume-Uni, je prends le cas des méningites, le méningococcé, il y a des excellentes couvertures vaccinales contre le méningococcé, il n'y a quasiment plus de cas, très peu de cas d'infection invasive à méningococcé, sans aucune obligation. Mais bon, là, on rentre dans des questions qui relèvent de la sociologie des peuples. Nous sommes des latins. Et eux, ce sont des nordiques. Voilà, on ne réagit pas de la même façon, effectivement, à ces points-là. Oui, je ne sais pas si l'action de Noël était sur l'obligation vaccinale ou sur le calendrier vaccinal. En tout cas, c'est vrai que globalement, c'est quand même assez équivalent dans tous les pays. Hein. On retrouve les mêmes vaccins dans tous les pays européens et même les pays anglo-saxons ont effectivement souvent des doses encore supplémentaires. Ils vaccinent contre la varicelle, par exemple, ou contre les infections à rotavirus. Nous, le gouvernement a pris la décision de ne pas les intégrer au calendrier vaccinal. Voilà, donc il faut aussi observer les chiffres réels et aller chercher les infos ailleurs dans d'autres pays. Donc merci Noël pour cet appel, mais plus calme la prochaine fois. Ce serait bien de ne pas monter tout de suite dans les tours et de s'expliquer tranquillement. Même si le sujet est sensible, il touche à ce qu'on a expliqué, il touche aussi à quelque chose d'intime et à son propre individu, donc c'est forcément un petit peu délicat. C'est la semaine, je vous le rappelle, européenne de la vaccination. C'est pour ça qu'on parlait de ce sujet aujourd'hui. Si on souhaite avoir des infos, donc on a des sites internet, évidemment, celui de l'ARS notamment. Oui, il y a également le site Vaccination Info Service, qui est un site très complet, qui a été totalement, en grande partie en tout cas, restauré. Enfin, il a été modernisé. Donc il y a énormément d'informations qui tiennent aux vaccins eux-mêmes, aux maladies, pas mal de questions, en tout cas la majorité des questions que les gens peuvent se poser sur les effets indésirables, sur la pertinence de la vaccination, etc. Voilà, et puis on peut avoir des infos aussi auprès de son médecin et auprès des médecins de la PMI, d'Ille-et-Vilaine et des autres départements. Voilà, et des centres de vaccination publics. Il faut savoir effectivement que toute personne du département peut aller se faire vacciner gratuitement. Le vaccin est fourni. Ou bien juste aller chercher des informations. Quelqu'un qui doute, qui se pose des questions, il peut prendre rendez-vous en centre de vaccination juste pour poser des questions. On ne va pas les vacciner à tout prix. Voilà. On ne vous tient pas sur une table en vous obligeant à prendre le vaccin. Est-ce qu'on peut envisager d'ailleurs prochainement, dans les prochaines années, que les vaccins ne soient plus réalisés sous forme de vaccins comme on les connaît aujourd'hui, donc de piqûres Tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Ça fait partie de la recherche. Et d'ailleurs, il y a un vaccin contre la grippe qui est un vaccin nasal, en fait. Qui a eu l'autorisation de mise sur le marché en France. Donc voilà, c'est un pchit dans le nez. Très bien, ça sera plus facile à passer peut-être. Merci beaucoup à vous deux, docteur Emmanuel Denou de la PMI d'Ille-et-Vilaine et docteur Bertrand Gagnère, donc de Santé publique France. Bonne journée. Merci pour votre invitation. France Bleu, partenaire de Florent Pagny, la venue sur France 3. Avec 15 millions d'albums vendus, Florent Pagny compte parmi les artistes préférés des Français. Dans Florent Pagny, La Voix Nue, l'artiste se dévoile au cours d'une longue entrevue ponctuée d'archives et de reprises acoustiques des plus grandes chansons françaises. La chanson, ça ne raconte que la vie. Florent Pagny, La Voix Nue, vendredi 27 avril sur France 3 à 20h55. Merci Florent. Plus d'infos sur francebleu.fr. Dites-moi, mon petit, vous savez où Akena fabrique ses vérandas? Oh non, Madame Latsou. Eh bien, c'est en France, en Vendée même. Ah bon? C'est bien ça. Mais c'est exceptionnel, vous voulez dire. En plus, Akena a été le leader 2017 pour sa qualité de service par le magazine Capital. Ça vous épate, non? Je pourrais peut-être faire appel à eux. Je veux, mon neveu. Akena, c'est du sérieux. Faites-moi confiance, il n'y a pas mieux. Akena, la reine des vérandas. France Bleu Armorique. France Bleu.
Catchy sur France Bleu Armorique. Cette semaine dans les talents bretons, découvrez le nouvel album de Nolwenn Corbels Band. Avec Soul, 6e album de la chanteuse bretonne, coécrit par le guitariste du groupe mythique, Marquis de Sade. L'album de la semaine avec Nolwenn Corbel, retrouvez-la tous les jours 12h47, 18h45 et le samedi après-midi dès 16h sur France Bleu Armorique. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Jean-Claude Launay, à Auch, dans le Gers, nous dit pourquoi. Je suis coiffeur. De par mon métier, j'avais besoin de quelque chose d'assez particulier. Un système de progressif qui me permet de voir à la fois de près et de voir un peu plus loin, mais sans voir trop loin. Et par rapport à mes demandes, ils m'ont trouvé exactement ce dont j'avais besoin. Sur le choix, sur les conseils, autant en monture qu'en verre et en diagnostic, je suis tombé exactement sur ce dont j'avais besoin. Ça s'est fait relativement vite. Ça correspondait à mes attentes. Je ne suis que satisfait. Roger Dadoun, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Launay, à Auch. Dans notre magasin, l'accueil est une priorité. Et nous apportons des conseils techniques et esthétiques personnalisés à tous nos clients. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous nous occupons de tous les papiers. Alors Monsieur Launay, content Optique 2000? Très satisfait et en plus il gère tous les papiers pour moi. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Excusez-moi monsieur, vous pouvez m'indiquer le magasin La Paire s'il vous plaît? Eh bien, vous allez prendre... Bonjour, comment va chez La Paire d'ici? Alors, bien-être avec Vanessa. La Périade, et on vous offre jusqu'à 1500 € de remise immédiate sur toute la cuisine et sur la pause. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Armorique. Et voici le conseil santé bien-être avec Vanessa Lambert. Bonjour Vanessa. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on parle de don de sang, du don du sang avec un vrai appel au donneur et il y a urgence. Oui, c'est l'établissement français du sang qui lance cet appel pour les prochaines semaines, histoire de reconstituer les réserves de sang avant la fin du mois de mai. Alors pourquoi le mois de mai est toujours critique? C'est pas parce qu'il y a plus d'accidents de la route, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de jours fériés, et des ponts aussi pas mal, et les gens viennent un petit peu moins donner, alors que les besoins, eux, sont toujours les mêmes. Et puis la durée de vie des produits sanguins est limitée. Il faut savoir que 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades, que ce soit pour une transfusion ou pour un don de plaquettes. Et il faut les trouver, ces 10 000 donneurs. Alors expliquez-nous tout, comment se passe donc un don de sang? Alors quand vous arrivez, que ce soit sur une collecte mobile ou dans un établissement français du sang, on vous remet un questionnaire avec des questions sur votre état de santé, sur vos antécédents médicaux, sur vos voyages à l'étranger, sur votre mode de vie, en particulier votre sexualité, pour savoir si vous n'avez pas eu de comportement à risque. Une fois le questionnaire rempli, vous allez passer voir un médecin qui va en prendre connaissance, qui va prendre votre poids, votre tension. Et si tout est OK, vous pourrez procéder au prélèvement. Ça se passe comme une prise de sang, dans des conditions d'hygiène évidemment très strictes et par des personnes qualifiées. Généralement, ils piquent super bien. On va vous prélever entre 400 et 500 ml de sang. Et puis vous verrez qu'en plus de la poche de sang, on va prendre des échantillons tous étiquetés. Ça permettra de vérifier votre sang et de rechercher d'éventuelles maladies. Et enfin, après le don, une collation vous est proposée. Selon l'endroit où vous allez, je peux vous dire que ça déchire souvent la collation. Ouais, je confirme. Et quand on donne quoi exactement? Le plus courant, et c'est souvent ça dans les collectes mobiles, c'est le don de sang total. On prend votre sang dans sa globalité avec globules rouges, plasma et plaquettes. Ça dure 15 minutes environ et ça c'est utilisé pour les transfusions et pour la recherche médicale. Ensuite, dans l'établissement français du sang, on peut partir sur un don de plasma. On ne prend que le plasma, on vous redonne vos globules rouges et vos plaquettes. Forcément, c'est un peu plus long
long, le temps de faire voilà, la différence. Ça dure 45 minutes. 90% du plasma prélevé est destiné à la fabrication de médicaments dérivés du sang et les 10% restants sont utilisés pour les transfusions. Enfin, si vous avez vraiment beaucoup de temps, il y a le don de plaquettes. Même principe de prélèvement, mais beaucoup plus long, environ 2 heures. Les plaquettes sont indispensables pour aider les patients atteints de maladies hématologiques et de cancer. Et puis surtout, il faut savoir que les plaquettes ont une durée de vie vraiment limitée, 5 jours seulement, d'où l'importance de trouver toujours de nouveaux donneurs. Donc on récapitule, on cherche son établissement français du sang le plus proche, il y en a dans grande ville généralement, ou alors on s'arrête s'il y a une collecte mobile, souvent c'est très bien signalisé, c'est juste à côté de chez soi, c'est pratique, ça dure 15 minutes pour vous, et c'est énorme pour les malades. Voilà, surtout n'oubliez pas, allez-y, recherchez sur Internet où on peut donner du sang aujourd'hui et dans les prochains jours. Merci beaucoup Vanessa, bonne journée. Bonne journée Bruno, et puis à demain. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Armorique. Les escapades, c'est à midi 20, c'est avec Pierrick Gaveau, avec une belle destination. On est le long de la Vilaine, on est au sud de Rennes, au nord de Redon, du côté des Guy-Primessac. C'est l'histoire du port de Guy-Primessac que je vais vous raconter, surtout depuis le début du Moyen-Âge, lorsqu'une denrée rare y était déchargée et entreposée, le sel. Le stockage, le contrôle et le transport ont fait l'histoire des lieux, même après la canalisation de la Vilaine, permettant aux bateaux de monter jusqu'à Rennes. Voilà, donc pour en savoir davantage sur cette navigation du côté de Guy-Primessac sur la Vilaine, rendez-vous tout à l'heure à midi 20 avec vous, Pierrick. Les escapades de Pierrick Gaveau, les curiosités et les richesses de la Bretagne, à réécouter sur francebleu.fr. France Bleu. Cette semaine, dans Microzone, le grand jeu de 11h, gagnez vos places pour et défendre les droits de l'enfant. Discrimination, du racisme. Le but, c'est le profit. En fait, Pour la première fois au cœur de la Méditerranée, 1000 km réunit l'élite des skippers.